Bonjour à tous pour ce Café Chercheurs. Le Café des Jeunes Chercheurs est un partenariat entre le collectif Confluence et la bibliothèque qui dure déjà depuis plusieurs années, où nous invitons les jeunes chercheurs à parler de leurs recherches en cours, avec toujours un effet de surprise, puisque le programme est conçu par les jeunes chercheurs, de manière à faire entrer à la bibliothèque des sujets que peut-être nous, bibliothécaires, nous ne penserions pas à traiter. Donc il y a toujours un effet de surprise. Alors là, la surprise est moins grande, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce café chercheur consacré à l'alimentation, nous avions déjà vu les jeunes chercheurs intervenir sur les brevets, sur les recettes de cuisine. Café qui avait été particulièrement, je me souviens, vif et contestataire. Faut-il breveter les recettes de cuisine ? Je vais peut-être vous passer la parole pour présenter le collectif. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce nouveau café Jeunes Chercheurs qui est organisé, encore une fois, en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, qu'on remercie, encore une fois, Madame Meyer de nous renouveler sa confiance pour 2015. On repart sur un nouveau cycle jusqu'au mois d'avril. Alors, aujourd'hui, effectivement, un café Jeunes Chercheurs qui porte sur les enjeux de l'alimentation à travers le cinéma, qui devrait être très original et très intéressant, avec 3 intervenants qui sont Timothée Fringant, qui est docteur récemment en droit, Alexine Fontaine, qui est toujours au doctorat, ça va se terminer bientôt, et puis Étienne Faugier, qui lui a aussi terminé, qui est docteur, qui est postdoctorant maintenant à l'université de Neuchâtel. Ils vous présenteront rapidement ensuite leur sujet. Simplement pour vous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, que les cafés jeunes chercheurs, c'est un moyen pour les membres de notre association, qui sont des chercheurs en sciences humaines et sociales, lettres et arts, de présenter leurs travaux à un public le plus varié possible et ensuite de les discuter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aura des interventions d'une vingtaine de minutes à peu près. On prendra des questions après chaque intervention, si vous avez des questions sur le vif. Et surtout, on se gardera un grand moment pour discuter ensuite à la fin des 3 interventions, pour revenir sur justement les enjeux de l'alimentation à travers le cinéma. Voilà. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Donc, bonjour à tous. Alexine Fontaine, donc je suis doctorante en histoire au laboratoire d'études rurales. Et ma thèse porte en fait sur l'histoire et l'actualité d'un inventaire du patrimoine culinaire de France, et en l'occurrence le patrimoine alimentaire de Rhône-Alpes. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, ce qui nous préoccupe. Donc, l'enjeu du pouvoir de la table. L'idée, c'est de voir un petit peu ces enjeux. Donc, des banquets grecs ou médiévaux, aux repas actuels de l'Élysée, en passant par tout ce qui est grands repas républicains et les fins soupers diplomatiques, l'histoire s'est écrite aussi durant les repas. C'est un lieu de convivialité par excellence, et aussi un lieu privilégié pour échanger sur divers thèmes, et notamment la vie politique. Il semble que ce soit à table qu'on fasse et qu'on défasse les alliances. Et l'histoire de la table, dans ses rapports avec la politique, nous interroge sur le sens du partage d'un repas et sur la manière dont s'établissent autour et dans l'assiette les relations entre les personnes en présence. Donc là, notre propos a pour support un film, Vatel, qui est un film franco-belge, qui a été réalisé par Roland Geoffrey en 2000, et qui va raconter les efforts de François Vatel, maître d'hôtel de la maison de Condé, pour restaurer les bonnes grâces du roi Louis XIV sur son maître, lors de festivités qui sont données à Chantilly en 1671. Donc cette table, on va vous la présenter. D'abord, c'est un objet de construction réel, avec un agencement distinct, une structuration et une ornementation précise. La table, c'est aussi un moment où finalement on passe quand même à table pour manger des produits divers et variés. Et enfin, on verra que c'est une arme politique. Alors pour commencer, moi je voudrais qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance et je vais d'abord vous proposer un petit extrait. Avec votre roi, mangez, buvez et divertissez-vous. Vous n'avez pas le droit de... Allez, allez, allez.
La goutte du prince a l'air d'empirer. Dites-le au docteur Bourdelot. Jean. Il faut une nouvelle serviette à Madame de Cour. Pierre. Le marquis Desfières veut que ses plats lui soient servis sans coriandre. Toi. Ce n'est pas à votre goût, Majesté? Installez la Montausier à la place de la Montespan. Vous êtes pâle, prince. Êtes-vous malade? Votre Majesté est trop bonne de s'enquérir de ma santé. Oui, oui. Donc voilà pour ce premier extrait. Alors, les usages de la table sont toujours codifiés et révélateurs d'une stratégie subtile ou clairement affichée. Et cette table va s'organiser avec soin, tant au travers du placement des diverses personnalités que sur sa décoration. Donc, par exemple, là, sur le plan de table, on voit clairement cette hiérarchie sociale, avec, donc, je vous ai remis à l'écran, le roi qui est dans son centre, qui porte un grand chapeau. Ensuite, on a sur sa droite le frère du roi, et puis ensuite, toujours à la droite du frère du roi, on a également la reine. À la gauche du roi, on trouve le fameux prince de Condé, qui est donc l'hôte qui reçoit l'ensemble de la troupe. Et puis ensuite, la fameuse Madame de Montausier, qui sera la nouvelle maîtresse du roi, qui a remplacé, on a vu dans l'extrait, Madame de Montespan, qui jusque-là était cette fameuse maîtresse. Alors, une fois qu'on a mis un peu en place cette hiérarchie sociale qui transparaît, on a également ces fameux objets de table qui sont significatifs. On a donc en 1328 une fourchette qui va apparaître, mais qui ne possède que 2 dents. Il faut voir que dans cet extrait, vous avez remarqué, on le voit bien, le roi mange toujours avec ses doigts. Louis XIV, sa spécificité, c'est qu'en fait, il trouve que la fourchette, c'est un outil efféminé, qui n'a pas d'intérêt pour lui. Donc lui, continue à manger avec les doigts. Et c'est bien plus tard. Et il va conseiller aussi à ses petits-enfants à poursuivre à manger avec ses doigts, c'est beaucoup plus viril. Le verre va s'imposer petit à petit également, puisque le métal, le gobelet en métal, laisse un goût amer dans la bouche, désagréable. On a cette fameuse serviette de table qui va apparaître aussi. On conserve les nappes et tout ça, mais on ne s'essuie plus dans la nappe. On a donc une serviette de table qui est de grande taille et qui, pour le décorum, est modulée en petit animal sur le support, sur l'assiette. Parmi les objets symboliques, alors d'abord, il faut souligner aussi que l'usage de ces ustensiles ne va pas de soi et que cela va s'inscrire dans une mutation profonde de la société. Vraiment, au XVIIe siècle, cette société évolue grandement. Et Norbert Elias, sociologue, parlera justement de la civilisation des mœurs. C'est à partir de cette période. Ensuite, parmi les objets symboliques, on trouve la salière. Donc, qui est quasiment le seul condiment présent sur la table, qui est le symbole en fait du lien entre les hommes et Dieu et signifie cette présence divine. Voilà pour les objets essentiels de la table. Ensuite, on a un certain nombre de plats sur lesquels on reviendra plus tardivement. En ce qui concerne tout ce qui est ambiance et décoration, alors là, je vous ai mis 3 éléments. Vatel va proposer en fait 3 thèmes pour chacune des journées de la présence du roi à Chantilly. Il a travaillé à partir de maquettes. Donc là, j'ai essayé de vous montrer les différentes maquettes en présence qu'on voit vraiment bien dans le film. Le monsieur un peu âgé avec les cheveux longs, c'est le prince de Condé. Et puis l'autre personnage derrière, c'est le marquis de Lauzun, qui lui, en fait, est secrétaire du roi et qui est là pour voir un petit peu contrôler ce que fait Vatel. Le premier jour, on est sur Gloire du soleil et magnificence de la nature. C'est ce qu'on a vu dans l'extrait. Donc avec un certain nombre d'éléments plutôt de type végétal, des arbres, des fruits, des papillons. Le second jour, on est sur le feu d'artifice autour du lac. Donc c'est pareil, on a une utilisation importante des feux d'artifice, de cette machinerie où on va essayer de mettre en place des éléments en élévation et puis un opéra qui sera aussi assez spectaculaire. Quant au troisième banquet, on est sur le banquet du poisson, sur une mer de glace qui est un hommage de Neptune à Hélios, le dieu solaire. Donc tout est pensé dans le moindre détail. Il n'y a pas grand place pour l'improvisation. La féerie des festivités est une nécessité pour montrer le prestige et la valeur de l'hôte.
Et à travers ce repas, on n'oublie pas qu'on est là pour célébrer la grandeur de Louis XIV, le roi Soleil. Donc, ce n'est pas anodin d'avoir choisi ces différents thèmes. Une fois qu'on a identifié tout ceci, cette histoire de table avec ces éléments utiles, ce superflu, on se rend compte qu'on a un espèce de pouvoir du paraître à table. Vatel, il faut le rappeler, doit nourrir près de 2000 convives. C'est un repas, les repas sont au nombre de 3 par journée. Un déjeuner qui est servi 1 heure après le lever du soleil, le dîner entre 8h30 et midi, et puis un souper entre 17h et 18h. Donc Vatel est connu et reconnu dans la société noble pour ses mets et la beauté de ses plats. Donc on va s'intéresser tout d'abord au service. On l'a vu dans le petit extrait, le service est extrêmement cadencé, minuté. Vatel est présent partout. Donc le service des plats se fait devant les convives, alors que le service de la boisson, on reste un peu en retrait, on est derrière les convives. Le sommelier, alors là, dans cet extrait-là, il n'est pas présent, mais il est bien présent dans le film, est installé à côté du dressoir et se charge en fait de transporter le liquide de la cave jusqu'au lieu du repas. Puisque là, on a bien vu, on est sur un repas en plein air, il n'est pas possible du tout d'installer autant de convives dans une salle à manger, qui arrivera d'ailleurs à la fin du XVIIe siècle. Trop de convives rendent cette impossibilité. Ensuite, on a les chansons, qui a pour fonction donc de mélanger le vin. Je rappelle que le vin ne se boit pas nature, entre guillemets. C'est un vin qui est obligé pour la société, pour les nobles, d'être mélangé ou avec des épices ou coupé à l'eau. Seul le petit peuple boit son vin nature. Ensuite, on a l'écuyer tranchant qui, lui, va s'occuper de découper l'ensemble de la volaille et de la viande avant de les servir. Et puis, on a bien vu, c'est un repas qui est centré sur le divertissement. L'idée, c'est de présenter, certes, des plats, mais c'est surtout de voir à quel point on est capable de divertir son hôte. Et puis, bien sûr, l'ensemble du cortège est organisé et agencé par Vatel, qui lui-même a composé donc chacun des menus, qui va donner des conseils au personnel, organiser la position des plats, comment est-ce qu'on sert, comment est-ce qu'on dessert, etc. Un second élément important dans cette histoire du paraître de la table, c'est le choix des produits. Vatel a commandé à profusion viande, volaille, porc, mouton, etc., mais aussi du poisson, parce qu'on rappelle que le roi, c'est le roi Louis XIV, roi Soleil, le roi très chrétien, et que, bien sûr, il se trouve que parmi les 3 jours, on a un vendredi, il faut manger maigre. Donc c'est évident que pour lui, le 3e jour, le lien entre cette histoire de l'hommage à Neptune. Donc il va utiliser des produits frais, qui sont extrêmement importants sur le territoire de Chantilly. Il s'attache à donner le meilleur de ses produits. Alors là, la petite image que vous avez avec la calèche, en fait, Vatel est avec un de ses commis et il est parti au verger récupérer un certain nombre de légumes et de fruits et il rapporte des poires et il explique que là, il y a 500 variétés de poires et que lui, il utilise la meilleure. Il s'agit de la poire Bon Chrétien Williams, qui est mieux connue par nous par la poire Williams, qui est une poire très juteuse, très belle, et très utilisée à l'époque, et ce, depuis l'Antiquité. Donc la qualité, la diversité, ainsi que l'abondance des produits présents sont significatifs pour la richesse et la grandeur du maître qui reçoit. L'élément que vous voyez qui est en dessous de la calèche, ce sont des décorations faites en pin qui sont sculptées. Donc c'est aussi un art que Vatel va souligner dans sa proposition de repas. Et bien sûr, donc Vatel est un personnage c'est le personnage qui fait que ce repas est féerique et abondant. Il va utiliser un certain nombre de ses savoir-faire. On a notamment une anecdote sur les lanternes. Il commande des lanternes et quand elles arrivent, les lanternes sont brisées. Donc il lui faut un moyen pour trouver quelque chose pour remplacer ces fameuses lanternes. Donc lui, vous avez la petite image avec, c'est un melon en fait qui est creusé et il va implanter des bougies pour qu'on ait quand même un petit peu de lumière. Étant donné bien sûr qu'au XVIIe, nous n'avons pas d'électricité, mais il faut quand même que les convives voient leur repas. Donc un certain nombre de petites choses comme ça qu'il va utiliser. Il y a également ses connaissances en pâtisserie. Vatel est un très grand pâtissier. Vous avez sur la grande image Vatel en train d'utiliser ce qu'on appelle le sucre étiré. Donc il souffle, il chauffe, il modèle. Là, ce sera pour une coupe de fruits et de fleurs. Et il utilise tout ce savoir-faire pour justement valoriser son maître.
On a bien sûr, sur le petit étendage, vous voyez des fruits qui sont en train de sécher. Ce sont des fruits confits. Vatel est l'un des premiers à mettre en place cette histoire de fruits confits que nous, on connaît bien. Eh bien, lui, il les propose, et c'est un péché mignon de la reine. Il fait en sorte d'avoir tous les honneurs, tout comme il va valoriser les pâtés-croûtes. Alors, ces pâtés-croûtes, contrairement à ce qu'on peut croire, il ne s'agit pas de viande, mais uniquement de champignons. À ce moment-là, Vatel n'a plus de viande, il n'a pas suffisamment commandé de produits, donc il utilise autre chose. Il va utiliser ses légumes, ses champignons, pour faire croire, pour faire paraître justement ces pâtés, qu'ils soient bien garnis en viande. Et bien sûr, on a la musique, vous avez bien entendu, qui permet de rythmer, de dérouler le repas. C'est vraiment un agrément à part entière qui est très important au XVIIe. Alors sur ce, je vous propose un second extrait qui en fait va nous permettre de faire le lien entre ce paraître de la table qu'on a vu et puis l'idée qu'on est aussi sur des enjeux politiques, sur un pouvoir politique. Donc là, il se compose, on a 3 petits échanges, un premier avec Madame de Montausier et Vatel, un second entre Gourville et Vatel, Gourville est le secrétaire du prince de Condé, et puis un tout petit morceau entre le prince de Condé et Louis XIV. Vous étiez à Vaux-le-Vicomte il y a 10 ans. Oui, madame. J'étais maître d'hôtel chez Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Sa Majesté. Vous voulez dire le prisonnier à vie de Sa Majesté aujourd'hui à la forteresse de Pignerol? En effet, oui. Ce fut mon premier banquet. 6000 invités y attendaient le roi. Diamants et chevaux y furent distribués comme des friandises à des enfants. C'était un peu excessif, vous ne trouvez pas? Nul doute après cela que Fouquet fut un voleur. Gourville, quelle est la vraie raison de l'avenue du roi? La vengeance. Le roi n'a pas oublié que Condé s'est rangé du côté de ses adversaires durant l'affront. Mais ça, c'était il y a longtemps. Le roi avait 11 ans. S'il y a la guerre avec les Hollandais, le roi aura besoin de Condé. Votre tâche, mon cher Vatel, consiste donc à montrer au roi que nous courbons la tête et plions le genou. Je chie des braises. Condé! Majesté, Pourquoi vous faut-il emprunter tant d'argent au juste? pour mieux servir la France, votre Majesté. Voilà, donc ce second extrait. Donc le premier échange entre Madame de Montausier et Vatel qui nous relate un petit peu comment est-ce que justement se font et se défont ces bonnes grâces. On a ainsi un Fouquet qui du coup est passé d'un état de grâce et forcément totalement décliné et décrié. Donc ça nous permet de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut du jour au lendemain être mal vu en fonction de la volonté et du bon vouloir de cet homme de pouvoir, le roi. Le second entretien, on nous explique pourquoi finalement ce repas a lieu et pourquoi est-ce qu'on a 3 jours de réjouissance. Ça nous explique un petit peu la relation historique entre le Grand Condé et Louis XIV. Et enfin, le troisième entretien entre le Grand Condé et Louis XIV montre non seulement les manières quotidiennes, le fait que le roi soit en train de s'adonner à ses pratiques quotidiennes pendant que le restant travaille au champ de bataille, mais ça nous montre aussi la volonté du Grand Condé de retrouver la confiance du roi. Il souhaite porter les armes pour la France et il est alors à ce moment-là en compétition avec Turenne, qui est donc le général des armées du roi pour ce moment-ci. Donc le repas organisé par Vatel, au-delà de la qualité organisationnelle et gustative, c'est vraiment un enjeu d'importance. Il s'agit pour cet ancien chef militaire qu'est Condé de sceller sa réconciliation définitive avec le roi et de son côté, du côté du roi, à la veille de la guerre avec la Flandre, d'une nécessité parce qu'il a besoin du génie militaire de son cousin qui, lui, a été le vainqueur de Rocroi. Rocroi, c'est l'une des batailles qui se déroule pendant la guerre de 30 ans.
Donc il ne s'agit vraiment pas d'une simple visite, mais de plusieurs jours de festivités, dont le faste et le raffinement, on l'a vu à travers les différents extraits, devront rester mémorables. Donc cette cuisine française, elle a des causes politiques. Les fameuses délicates préparations de Vatel vont constituer une réparation des offenses causées au souverain. C'est un usage qui est relativement quotidien. Enfin, c'est historiquement, depuis la Grèce, c'est un procédé qui est utilisé de façon quotidienne. L'invitation à table permet donc 3 choses. On instrumentalise un repas comme démonstration de la puissance et de la domination sur ceux que l'on invite. On va aussi resserrer les liens et créer une cohésion dans cette communauté. Et enfin, on a la volonté de hiérarchiser ou de discriminer les invités en fonction de leur fameuse place à table. La portée de ce repas est telle que, en fait, Vatel, le dernier jour, apprend que la marée n'est pas si bonne et que la pêche n'arrivera pas et qu'il n'aura pas les poissons nécessaires pour ce dernier banquet. Donc Vatel se donne la mort. Donc c'est la petite image sur le suicide de Vatel, qui est un dessin qui a été fait au XIXe siècle par Zier. Et c'est là qu'il prend tout son sens, en fait. On se rend compte à quel point Vatel est impliqué dans cette démarche, dans cet honneur. Il faut savoir que finalement, la marée va arriver, Vatel s'est tué pour rien, et sa mort va quasi passer inaperçue auprès des convives, parce que tout est tellement bien orchestré, il y a une telle main-d'œuvre, entre guillemets, derrière, des petites mains qui travaillent, que finalement, le banquet se passera très bien. Donc, au-delà d'une analyse à travers le XVIIe siècle et ce film Vatel en particulier, il convient de noter qu'on a également Napoléon. Donc c'est la dernière image en dessous de l'image du film de Vatel. Lui aussi s'est rendu compte de l'intérêt de la gastronomie et qu'elle peut jouer un rôle diplomatique important. Donc là, on a une femme au milieu, en face, il y a 2 hommes et une femme en son centre, qui est Louise de Prusse, qui va venir à Tilsit sur l'ordre de son mari pour charmer Napoléon et demander sa clémence lors de négociations. Donc le repas n'est pas un acte anodin. Aujourd'hui encore, la table est aussi un lieu éminemment politique, avec des jeux de pouvoir. C'est une vitrine où, en fait, chacun montre sa personnalité, sa conviction, son caractère, sa façon de faire la politique. On peut rappeler, par exemple, que certains politiciens français, Balladur affectionne les omelettes à la truffe. Bon, Sarkozy est plutôt réputé pour ses déjeuners plutôt frugaux. Quant à Hollande, il préfère les plats en viande. Certains préfèrent recevoir à l'Élysée, d'autres en extérieur. Donc ça joue sur une certaine façon de faire la politique et d'exprimer une façon de percevoir cette politique. Un dernier élément à souligner, on peut rappeler également lorsque Barack Obama a invité François Hollande à la Maison-Blanche pour une réception, l'absence de Valérie Trierweiler a fait grand bruit, non pas parce que en termes de c'était gênant parce qu'il allait y avoir trop à manger et qu'il allait y avoir des restes, non, mais parce qu'il a fallu réimprimer des Bristol pour la nouvelle invitation de François Hollande. Et de la même façon, puisque le président français venait à la table des Américains, il a fallu être capable de proposer un plat gastronomique de qualité, puisque le français par excellence, c'est forcément le bon gastronome et le bien manger à la française. Alors pour conclure, ce repas, cette table, c'est réellement un enjeu de pouvoir. C'est grâce ou au détriment d'un repas que les grands hommes de ce monde organisent leur destin. Le contentement ou le mécontentement d'un seul homme peut donc changer la qualité d'une alliance, d'un partenariat, voire même d'une vie, quand on voit les impacts sur Vatel. Et plus que le bon goût ou le bien manger, le partage ou la convivialité, il s'agit réellement de plaire. Donc là, je m'interroge sur le fait que si ce pouvoir ne serait-il pas partagé par la critique gastronomique, ce dont nous parlera Timothée un peu plus tard. Merci. Quelques questions à chaud. C'est pour recevoir 2000 invités. Alors oui, il en falloir du personnel. Oui. Alors c'est extrêmement bien détaillé. La marquise de Sévigné, en fait, c'est
c'est grâce à elle qu'on a toutes ces informations, outre les éléments de sources et d'archives sur le château de Chantilly. C'est la marquise de Sévigné qui, en fait, a rédigé un certain nombre d'éléments sur Vatel, et elle nous explique voilà, tout ce qui s'est passé. Elle nous décrit également dans ses mémoires que, oui, il y avait du monde dans le château, dans les communs du château, mais on avait aussi réquisitionné l'ensemble des fermes alentours, etc. Donc, on avait quasiment repeuplé de la cour l'ensemble du village de Chantilly et de ses abords, quoi. Pardon. Ma question portait sur la confection du repas en lui-même. C'est pareil, ce sont des cuisines qui sont aménagées dans de très très grands communs, où en fait on a près de 300 cuisiniers, commis et autres qui sont là du matin au soir pour malaxer le pain, pour faire tourner les fours, pour éplucher les légumes, etc. Donc ça, ce sont des éléments qu'on voit dans le livre, dans le film. Donc si vous êtes intéressé, et puis bien sûr toutes les archives qui ont été rédigées par la marquise de Sévigné. Voilà. J'ai été un petit peu étonnée par rapport à... Vous avez noté la fourchette en 1300. Je croyais qu'elle venait d'Italie à l'époque de François Ier par les Médicis. Alors, elle est déjà présente en Italie auparavant, mais c'est à partir de 1328 qu'elle arrive en France, mais elle n'est pas du tout utilisée à la cour. C'est vraiment à partir en fait de Louis XIV qu'on commence à l'apercevoir, et lui-même la refuse. Mais oui, elle est présente dès 1328, mais pas du tout utilisée. C'est vraiment des ustensiles qui sont considérés comme luxueux et inutiles en fait. Donc elle est très peu. Mais oui, bien sûr, elle apparaît d'abord en Italie en premier. C'était aussi sur la fourchette. Je voulais savoir à partir de quand en France les gens ont vraiment utilisé cette fourchette. Alors au final, c'est très très récent. C'est début 19e en fait. Où on va commencer réellement, parce que le petit peuple, lui, continue de partager ses assiettes à la main, et même les verres, on a un pot, et puis on se sert, voilà. C'est petit à petit qu'on a un changement sur ces mœurs, mais au final, c'est très très récent, oui. C'est début 19e qu'on commence à avoir ses propres... Ce qu'il faut savoir aussi sur les ustensiles, c'est que chacun vient à table avec ses propres ustensiles. Là, en l'occurrence, Vatel va mettre à disposition un certain nombre de fourchettes et couverts, couteaux, etc. Mais sinon, quand on est invité à une table, on vient avec ses ustensiles personnels. D'accord. Oui, alors une petite précision, il s'agit bien du service à la française, c'est-à-dire qu'il y a le plat est posé et chacun se sert. Tout à fait. Et il faut attendre le début du 19e pour qu'on fasse le service à l'américaine, avec on sert les... D'accord. Oui, juste une toute petite question. Tu nous as dit que depuis longtemps, le repas, le banquet, etc. est un lieu d'échange politique. Est-ce que néanmoins, notamment on pourrait remonter très très loin, est-ce que néanmoins il y a un moment où vraiment, par exemple en France, il va prendre une importance plus considérable, plus particulière? Est-ce que par exemple avec le phénomène de cour qui s'installe avec Louis XIV et autres, le repas devient un lieu d'intrigue politique encore plus important que ce qu'il n'était jusque-là, ou est-ce qu'on a un moment où vraiment ça... Alors, on a des petits pics, forcément, parce qu'on a la période de la Fronde et tout ça, où on a un certain nombre d'incidences sur le pouvoir politique. Donc oui, à partir du moment où il y a des intrigues, il y a de la guerre, on note un pic de banquets, en fait, de repas en fonction des éléments, on va dire, politiques. En fonction de cela. Après, on a d'autres éléments, parce que par exemple, tout ce qui est banquet républicain, ce sont les révolutionnaires qui vont faire leur propre banquet. Alors, on a d'autres types. Là, on est sur du banquet de cour, mais on a aussi les banquets révolutionnaires. On a tout ce qui est banquet de noces dans les communes rurales. On a un certain nombre de phénomènes. Donc, moi, de ce qu'on a pu analyser, et tout ce qui est les historiens qui sont spécialistes de la question autour du banquet, notamment Patrick Rambourg, tout ça, ça peut être des gens que vous pouvez lire si vous voulez davantage d'informations, notent réellement un pic de repas, entre guillemets, au moment des événements tels que les guerres, les conflits, etc. À partir du moment où, en fait, on a des échanges un petit peu plus musclés, où on a besoin d'échanger, justement, on a un pic de repas, de banquet.
Et j'enchaîne une toute petite question. Est-ce que c'est une spécificité française? Parce que nous, on parle très souvent de l'art de la table français jusqu'à très avant, mais on pourrait se dire on peut retrouver ce genre de phénomène un peu autre part. Est-ce que... J'avoue que je ne suis pas capable de répondre parce que je me suis intéressée juste au cas français. Là, j'ai souligné le phénomène Maison Blanche avec Barack Obama, mais j'avoue que je ne sais pas du tout. Je pense que la convivialité se fait forcément autour d'un repas ou du moins un moment d'échange. Mais alors, je ne saurais pas dire. Probablement, mais j'avoue que j'ai pas d'éléments à apporter. D'autres questions? On passe. On enchaîne? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors donc moi je suis Timothée Fringant, donc je suis docteur en droit. J'ai rédigé et soutenu une thèse à Lille 2 sur la protection et la valorisation des recettes et créations culinaires. Donc là, moi, pour parler des enjeux de l'alimentation, j'ai choisi un autre axe et j'ai choisi de vous parler en fait de la critique gastronomique. Et donc, pour illustrer ces thèmes, je vais utiliser en fait le film de L'aile ou la cuisse. Alors, c'est un film français, donc c'est une comédie qui était sortie donc en fin 1976, produite par Christian Fechner et réalisée par Claude Zidi, et dont les acteurs principaux sont les très grands Louis de Funès et Coluche. Alors, donc, quelle était en fait l'histoire globale Louis de Funès incarne en fait le directeur du guide du chemin. Donc un grand guide gastronomique. Coluche incarne son fils, qui est censé donc prendre la suite une fois que Louis de Funès aura pris sa retraite. Et vient également dans le scénario une histoire avec l'industrie agroalimentaire, etc. Alors, il y a plusieurs enjeux qui sont abordés dans le film et qui concernent l'alimentation, et dont j'aurais pu vous parler. Donc il y a tout d'abord le goût et le plaisir de manger. C'est-à-dire que quand on regarde le film, il y a vraiment cette appréciation de la nourriture, la connaissance des produits, des goûts que Louis de Funès transparaît tout à fait bien grâce à son personnage de Charles Duchemin. Ensuite, vous avez comme deuxième intrigue principale l'affrontement entre le guide Duchemin et l'entreprise Tricatel. Donc en sachant que le guide Duchemin en fait est le parallèle du guide Michelin et qui incarne donc la gastronomie française. Et vous avez l'entreprise Tricatel en face qui donc incarne l'industrie agroalimentaire et je dirais même la malbouffe, qui donc fait référence à Jacques Bourrel, donc un industriel français qui détenait des chaînes d'autoroutes dans les années 70. La troisième intrigue principale est donc de dévoiler comment fonctionne le guide Michelin du chemin et tout particulièrement comment font les inspecteurs pour se rendre dans les restaurants, goûter les plats et attribuer les précieuses étoiles. Alors il y a quelques intrigues secondaires qui est donc la relation entre Charles Duchemin, donc Louis de Funès, et Gérard Duchemin, donc Coluche, son fils, avec cette problématique du fils qui ne veut pas reprendre la suite de l'entreprise familiale. Et la deuxième intrigue secondaire est une histoire d'amour entre donc, Gérard Duchemin, donc Coluche, et la secrétaire intérimaire. Mais bien sûr, qu'est-ce qui réunit tous ces points? C'est bien évidemment l'humour, avec un certain nombre de scènes cultes, comme une secrétaire accrochée à un lustre, les piqûres dans les fesses de Louis de Funès, le jeu des valises à l'hôtel, etc. Alors un film quand même donc avec beaucoup d'humour, un film qui commence un petit peu à prendre de l'âge, mais qui au final traite de questions absolument d'actualité. Pourquoi? Parce que le guide Michelin, des années après, existe toujours. Parce que plus que jamais, on va parler de l'industrie agroalimentaire, de la malbouffe en parlant de bio. Les consommateurs ont envie de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc tout ça est tout à fait d'actualité. Alors, moi, je vous ai proposé un petit extrait qui va vous permettre de nous centraliser sur en fait, le guide du chemin, donc le guide Michelin.
Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours, plus d'1 million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Il ne s'agit pas du dernier roman d'un auteur à succès, mais plus précisément d'un guide, le fameux guide du chemin. Au jour prévu, en quelques heures, la célèbre couverture rouge et bleue fait son apparition à la devanture de toutes les librairies. Des milliers d'exemplaires sont expédiés dans le monde entier à l'attention des futurs touristes qui n'imaginent pas visiter la France sans cette sorte de Bible qui leur permettra, les yeux fermés, d'échanger leurs dollars, leurs livres sterling, leurs escudos, leurs roubles ou toute autre devise contre quelques fines spécialités de la gastronomie française. Les décisions du guide font la une des grands quotidiens qui commentent abondamment les célèbres petites étoiles attribuées aux restaurants méritants ou retirées à ceux qui ont failli. Car ces jugements sont sans appel et ils ont fait la fortune et la gloire internationale de certains d'entre eux. Mais tous, quelle que soit leur renommée, tous appréhendent la visite d'un des mystérieux inspecteurs du célèbre guide. Voilà, donc cet extrait nous permet tout à fait en fait, de placer l'importance du guide du chemin mondialement et le rôle de la critique, des étoiles, etc. Alors, la critique gastronomique est apparue en fait dans les années 1700-1800 avec quelques noms célèbres comme Grimaud de la Reynière, Brillat-Savarin, Kurnonski, et est venue plus vers nous avec Henri Gault et Christian Millau. Alors, elle a pris d'autant plus une importance considérable. Pourquoi ? Parce que la cuisine, la gastronomie globalement ces dernières années a connu un essor et la critique gastronomique également. Alors, il y a surtout 2 axes maintenant. C'est qu'il y a la critique gastronomique professionnelle, donc avec des critiques comme Claude Lebet, Jean Ferniaud, Jean Vito, Patrick Chazallet, Gaudry, que vous connaissez plus peut-être Sébastien Demorand pour avoir été juré à Masterchef, et François Simon qui avait inspiré en fait le petit personnage de l'inspecteur dans le film de Disney Ratatouille. Ce qu'il convient de souligner en fait aujourd'hui, c'est que la critique gastronomique est partout. Donc elle est donc dans les guides, donc comme le guide Michelin qui est le plus connu, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a quand même d'autres qui n'ont pas la même renommée, comme le Goemio, comme le Bottin Gourmand, comme le guide Champérard, comme le guide Hubert, le Puy-de-Dôme ou le guide Lebet. Mais il n'y a pas que les guides qui délivrent en fait de la critique gastronomique. Il y a également en fait des chroniques, des rubriques gastronomie dans les journaux, des magazines, et on parle de plus en plus critique gastronomique maintenant à la télévision et dans les livres. Mais ce qui est tout à fait récent et nouveau, c'est maintenant la critique gastronomique sur Internet. Donc non seulement elle apparaît en fait sous 2 aspects. Tout d'abord sous des blogs, c'est-à-dire que des blogueurs vont devenir critiques gastronomiques, et également des sites qui vont devenir des sites qui vont permettre à tout à chacun, à tout consommateur, à tout client, de venir poster des avis et de se faire le temps de quelques lignes, d'un commentaire critique gastronomique. Alors, notre question d'aujourd'hui est de savoir quel est l'enjeu de la critique gastronomique. Donc quand on veut savoir ce qu'est un enjeu, c'est on se demande ce qui peut en découler de positif et de négatif à une activité. Donc c'est ce que je vous propose. Donc là, on voit très bien avec l'extrait que j'ai choisi, l'aspect positif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui ressort de tout ça ? C'est que la critique gastronomique sert à de nombreux acteurs du monde gastronomique. Donc pour les cuisiniers, cela leur permet en fait donc de faire connaître leur cuisine. Pour les restaurateurs, cela leur permet de faire connaître l'établissement en tant que tel, le restaurant. Pour les clients, cela leur permet en fait de se faire un avis, d'avoir une idée de la cuisine qui va être servie avant de se rendre dans tel ou tel restaurant. Pour les éditeurs, donc là je pense tout particulièrement au guide Michelin du chemin, de vendre des millions d'exemplaires à l'international de certains ouvrages. Et les chaînes télévisées, bien sûr, de faire de l'audience à partir du moment où le thème culinaire est abordé.
et donc, comme je viens de le souligner, maintenant, les blogueurs et sites Internet qui vont permettre de récolter un certain flux d'internautes, et donc, le point commun à tous ces intérêts est bien sûr l'argent, puisqu'au final, tout cela se transforme tout cela est économique. Juste à titre d'exemple, on sait par exemple qu'un restaurant qui va avoir une étoile, cela va lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires de 30 à 40%. Donc l'enjeu de la critique gastronomique, clairement, quand elle est positive, c'est économique. Alors, je vous propose un deuxième extrait, là où justement on va avoir plus l'aspect négatif. Donc il y a l'enjeu positif, là je vous propose de regarder l'enjeu négatif. Mangez! Mais je ne mangerai pas! Mais si! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Monsieur Duchemin. Qui? Monsieur Duchemin. Les relais des cigales. Ça vous rappelle rien? Spécialité italienne. Du monde tous les jours. Et vous m'avez enlevé mes des étoiles! Vous vous souvenez maintenant? Et vous m'avez ruiné! Mangez! C'est pas très bon, hein? C'est même très mauvais. Oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde. Oui. Mais au relais des cigales, c'en était déjà. Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais. Parce que là, c'est pas vous? Ah non. Oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout. Vous avez fini? Oui, c'était très bon. Mais oh non, là, c'est vous! Ah oui, maintenant vous allez goûter les restes, hein? Il y a les escargots, vous voyez? Gina, servez monsieur. Ah non, je l'ai mangé. Mangez! Allez. Et voilà. Ah, c'est très mauvais, hein? Encore un autre. Encore un autre. Allez, voilà. Ah oui, ça c'est terrible, hein? Oui. Gina, les huîtres. Voilà. Allez, il n'y en a que 3, hein? Oui, un client les a laissés dans son assiette. Voilà, mangez. Allez. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est joli, ça, hein? Là. Doucement. Là. Hein? Ouh, c'est joli. Vous êtes sûr qu'ils sont fraîches? Ah non, mais il n'y en a que 3. La suite. Donc voilà, donc cet extrait nous permet avec humour de montrer qu'il peut y avoir des aspects négatifs à faire de la critique gastronomique et tout particulièrement quand elle est négative. Alors, quand la critique gastronomique est négative, qu'est-ce que cela peut avoir pour conséquence? C'est-à-dire que les cuisiniers vont perdre une réputation, les restaurateurs, eux, vont perdre une clientèle qui ne viendra plus dans l'établissement, et pour les clients, justement, là on revient plus avec cet aspect blog, modernité, internet, etc., où on perd en fait une certaine vérité parce qu'est apparu le phénomène des faux commentaires ou des entreprises qui proposent des services de mettre des commentaires qui vont vanter tel ou tel établissement. Et là, on est plus dans la perte de vérité. Et enfin, que risquent en fait les auteurs, les critiques gastronomiques, lorsqu'ils écrivent des critiques négatives? Alors là, en fait, on va en arriver à ce qui est un peu plus mon domaine, à savoir le litige juridique. Alors, dans le cas de la critique gastronomique, quelles sont les notions qui vont venir dans la discussion? Ce sera probablement liberté de pensée, liberté d'expression, liberté de la presse, face à la vie privée, le droit à l'image, la diffamation, le dénigrement. Donc, qu'est-ce qu'il en est s'agissant de la critique gastronomique? Alors,
il faut savoir que la liberté de pensée, liberté d'expression et liberté de la presse, en fait, relèvent de certaines notions juridiques spécifiques qui ont un régime spécifique, à savoir les droits de l'homme, donc qui sont des droits qui découlent en fait du fait d'être humain et d'avoir le droit de bénéficier de certains droits en tant que tels. Il y a également les libertés publiques, donc là qui est plus dans ce qu'on a le droit de faire par rapport à l'État. Donc là on est dans un rapport plus vertical entre l'individu en bas et l'État en haut. Et ensuite vous avez tout ce qui est libertés fondamentales, droits fondamentaux, qui sont en fait des libertés, des droits indispensables, qui reprennent souvent les droits de l'homme et les libertés publiques, mais auxquels on a donné une valeur juridique plus importante du fait du texte juridique auquel on les a rattachés, à savoir la Constitution ou des textes à valeur constitutionnelle ou des textes internationaux. Donc, tout ce qui est les libertés d'opinion, de conscience et de religion, les libertés d'expression et de communication sont sans surprise des libertés qui relèvent donc des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Et ce qu'il est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a des limitations donc à cette liberté d'expression s'agissant des critiques gastronomiques. Alors, il y a plusieurs types d'exceptions sur lesquelles je ne vais pas forcément venir aujourd'hui, même si le contexte fait que cela aurait pu être le cas, mais on va se concentrer en fait sur la protection des droits et de la réputation d'autrui, puisque c'est ça qui est visé lorsqu'on parle de critique gastronomique. Donc, qu'en est-il en fait de la vie privée, du droit à l'image, diffamation, injure, dénigrement? Est-ce que ces termes-là peuvent s'appliquer à la problématique de la critique gastronomique? Alors, pour y répondre, je vous propose en fait de vous expliquer un peu plus ce qu'est la diffamation. Donc, je vous lis donc la définition de la diffamation. C'est une allégation ou une imputation d'un fait non avéré qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. C'est une articulation précise de faits précis et objectifs pouvant sans difficulté être l'objet d'une vérification et d'un débat contradictoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour qu'on puisse parler de diffamation, il faut remplir plusieurs conditions. Donc, la première est qu'il faut qu'il y ait une allégation. Qu'est-ce qu'on entend par allégation? C'est une déclaration, une affirmation, que ce soit par des propos, des écrits, des images, qu'importe le support, que ce soit radio, télévision, Internet. Ou alors, il peut s'agir d'une imputation. Qu'est-ce qu'une imputation? C'est quand on met une accusation, un fait, sur le compte de quelqu'un. Ensuite, il faut que ce fait ou cette imputation soit quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un en diffamation sur quelque chose de global, il faut vraiment avoir un fait précis à reprocher. Ensuite, il faut que ce fait précis porte atteinte à l'honneur de la personne, donc là plus d'un point de vue personnel, ou alors à sa considération, donc là on pense plus au regard du public sur cette personne. Et enfin, la dernière condition est que l'auteur de la diffamation doit l'avoir fait en fait de manière volontaire. C'est ce qu'on appelle le critère de la foi en droit pénal, en sachant qu'on considère souvent que l'auteur est de mauvaise foi. Alors, que peut faire l'auteur si jamais il est accusé de diffamation? Il a plusieurs moyens de défense. Déjà, la première, c'est de demander un droit de réponse pour la victime. Et ensuite, donc, l'auteur va devoir démontrer sa bonne foi. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on utilise justement la liberté d'expression, qui est le premier argument utilisé. Et ensuite, il y a également le fait de démontrer la véracité des faits évoqués. C'est ce qu'on appelle l'exceptio veritatis. Mais ça, le problème, c'est que cela ne s'applique pas quand il s'agit de la vie privée. Alors, on voit bien donc le cadre de la diffamation, en sachant que c'est donc assez difficile de l'utiliser s'agissant de la critique gastronomique, ou alors il faut vraiment que les propos aient été injurieux envers le cuisinier en particulier. Or, souvent, la critique gastronomique ne s'attaque pas en fait au cuisinier en tant que personne, mais s'attaque plutôt en fait à ce qui a été mangé, au contenu de l'assiette, au contenu du plat qui a déçu l'auteur de la critique. Donc là, en fait, nous, on va plutôt parler de dénigrement. Quelle est la différence entre la diffamation et le dénigrement? C'est que la diffamation, en fait, ne peut concerner qu'une personne physique ou une personne morale, donc une société. Donc c'est pour ça que je vous parlais du cas du cuisinier. Par contre, les dénigrements concernent plutôt un produit ou un service.
Alors c'est justement pour ça que le dénigrement ça correspondra plus au cas de la critique gastronomique, en sachant que du coup on ne va plus du tout se situer sur le droit pénal, comme c'était pour la diffamation, mais on va se situer sur le droit civil et plus précisément sur le droit de la responsabilité civile. Donc là on est tout à fait dans un autre monde, on quitte le pénal, et on arrive en fait devant le tribunal de grande instance. Donc là, on retombe dans une procédure assez classique où il faut prouver une faute, un dommage, donc la faute du critique gastronomique, un dommage comme quoi tel restaurant a subi une perte de clientèle, par exemple, et comme quoi il y a bien un lien de cause à effet entre la perte de clientèle et la critique gastronomique négative, ce qui n'est pas du tout évident à prouver en l'espèce. Alors, quoi de plus simple pour vous parler plus concrètement de cela, c'est de vous prendre des exemples d'affaires jurisprudentielles réelles. Alors, justement, il y a déjà eu une affaire qui concernait justement une journaliste qui rédigeait en fait dans Lyon Mag et qui avait fait une critique assez salée d'un restaurant qui avait donc amené l'affaire devant les tribunaux. Et la Cour de cassation est venue dire que la journaliste n'avait pas à être condamnée parce que, je cite, « la critique gastronomique est libre et permet la libre citation de la qualité ou de la préparation des produits servis dans un restaurant ». Donc qu'est-ce que fait la Cour de cassation ? La Cour de cassation vient en quelque sorte donner la possibilité aux journalistes culinaires d'être tout à fait libres dans leurs appréciations sans qu'ils aient à craindre la façon dont ils s'expriment et qu'ils donnent leur avis sur ce qu'ils ont mangé. Alors, il y a une affaire très récente qui date de juin 2014 qui est venue un peu faire jaser et se poser des questions dans le sens où une blogueuse a été condamnée pour dénigrement, dont nous venons de parler, parce qu'elle avait critiqué un restaurant du Cap Ferré qui a décidé de porter plainte. Cependant, on a tendance à dire qu'il ne faut pas prendre en compte cette décision, qui ne sera pas une décision de jurisprudence très importante, dans le sens où il s'agissait en fait d'un référé, d'une ordonnance de référé, donc c'est-à-dire que c'est une procédure assez simple, où le juge est unique et où en plus la blogueuse n'avait pas souhaité se faire représenter par un avocat, et donc effectivement ne s'était pas réellement défendue. Et donc le juge l'a condamnée, mais il y a de fortes chances que si elle avait fait appel, que la cour d'appel n'ait pas suivi le juge du fond, et on ne saura pas parce que malheureusement elle n'a pas souhaité faire appel, et donc on aurait bien aimé que l'affaire arrive jusqu'à la Cour de cassation pour avoir un arrêt de principe un peu plus récent que celui de 2003. Mais étant donné la position de la France et de la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant liberté d'expression, etc., il y a forte chance que cet aspect sur la critique gastronomique reste tel qu'il est. Alors pour finir, je vous propose une petite question focus, parce que souvent, les critiques gastronomiques, notamment des blogueurs, sont accompagnées d'un cliché de l'assiette qui a été consommée. Et je vous propose de vous poser la question, est-ce qu'on peut prendre en photo, lorsqu'on va au restaurant, l'assiette que l'on s'apprête à déguster, donc mode qui a pris énormément d'ampleur ces derniers temps, et qui énerve certains cuisiniers. C'est-à-dire que certains cuisiniers, ça ne les dérange pas du tout que leurs assiettes se retrouvent sur Facebook en 3 minutes, et par contre, d'autres viennent même à mettre des appareils photo barrés au sein de leur restaurant pour indiquer qu'ils ne souhaitent pas que leur plat soit photographié. Alors, soit on va répondre non. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'autorisation du cuisinier, parce que le cuisinier a des droits d'auteur sur son assiette, ou un droit à l'image. Et en réponse B, je vous propose, dans le sens, oui, on peut tout à fait prendre en photo l'assiette parce qu'il n'a pas de droit sur l'esthétique de celle-ci, et encore moins, en plus, quand on lui fait une critique positive, on lui fait de la publicité gratuite, le cuisinier ne va pas aller râler. Alors, je vous propose donc d'y répondre, à moins que vous ayez peut-être quelques éléments de réponse avant que je vous livre la réponse. B. C'est pas le droit de la personne physique, c'est un objet. Oui. Alors, réponse C.
Alors, en fait, donc s'agissant en fait du fait de prendre en photo l'assiette culinaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourra déjà, dans un premier temps, premier élément de réponse, on ne pourra pas parler de droit à l'image. Pourquoi ? Parce que le droit à l'image est un élément du droit à la vie privée et donc qui ne peut concerner que des personnes physiques. Or là, on est dans l'assiette, on ne pourra pas parler en fait du droit à l'image. Ensuite, est-ce que le cuisinier a un droit sur l'esthétique de son assiette ? Et donc là, on ne sera pas sur le droit à l'image, mais on sera sur les droits d'auteur. Alors là, il ne faut pas être aussi catégorique, c'est qu'il y aura des cas où effectivement, il pourra y avoir une protection sur l'assiette et des cas où il n'y en aura pas. Pourquoi ? Parce que les droits d'auteur, donc il y a protection sur l'esthétique grâce aux droits d'auteur, quand l'élément qu'on cherche à savoir s'il est protégé est qualifié d'original. Or, en droit d'auteur, qu'est-ce que c'est que l'originalité ? C'est quand on dit que l'auteur a pu mettre l'empreinte de sa personnalité au sein de son assiette. Donc là, on va tout de suite justement aller assez dans le gastronomique, dans le sens où il y a certaines assiettes, quand on s'y connaît un minimum en cuisine, en gastronomie, qu'on connaît les chefs, etc., où on peut reconnaître au sein d'une assiette, en fait, la façon de dresser de certaines personnes. À ce moment-là, le critère de l'originalité au sens des droits d'auteur sera rempli, et à ce moment-là, l'assiette sera considérée comme œuvre de l'esprit et donc protégeable. Donc, en conclusion, comment savoir si on a le droit de prendre en photographie l'assiette qu'on nous amène ? La question de savoir, c'est est-ce qu'elle est protégeable ou pas par les droits d'auteur ? Est-ce qu'on la considère originale ou non ? Donc, en réponse nuancée, je dirais que la majorité des assiettes qu'on vous apporte au restaurant ne sont pas protégeables et vous pouvez tout à fait les prendre en photo sans avoir aucune autorisation à demander. Parfois, ce n'est pas le cas forcément. Il y a des cas où, effectivement, l'assiette a un dressage particulier qui pourra donc lui conférer une protection. Et donc, tout simplement, j'ai envie de dire, il suffit tout simplement de demander au serveur si le cuisinier est enclin à ce que vous puissiez prendre son assiette en photographie par courtoisie. Voilà, donc je pense qu'on va finir sur cela. Je vous remercie. Quelques rapides questions, commentaires avant qu'on discute un petit peu après la troisième intervention. Ah. Oui, est-ce que le suicide de Bernard Loiseau, suite à la perte d'une étoile, a marqué un tournant en fait dans le poids des guides et peut-être éventuellement sur l'essor de la critique culinaire sur Internet, enfin du moins par des non-experts reconnus comme tels ? Alors oui, la mort de Bernard Loiseau a quand même porté un grand coup en fait au guide Michelin, mais qui s'en est très bien remis. Tout simplement parce qu'il y a eu la communication comme quoi le suicide de Bernard Loiseau n'était pas forcément lié uniquement à la perte de son étoile. Mais après, tout ce qui est réputation avec le guide Michelin, il y a toujours un peu le rouge paillette des grands chefs, de la reconnaissance française mondiale, des étoiles, etc. Et les chefs qui sont eux-mêmes, qui se revendiquent d'une certaine reconnaissance grâce au guide Michelin et qui eux-mêmes l'adulent et qui la considèrent comme Bible. Et ils font tout pour avoir leurs étoiles parce que leur reconnaissance ne passe que par les guides et pas par d'autres moyens comme le droit ou d'autres choses. Après, il y a également le côté rouge incandescent, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui suscite la polémique, où on se demande si au final le guide Michelin est-il aussi légitime que ça pour être le grand seigneur du classement des cuisiniers de France, notamment par sa méthode des inspecteurs, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment, et ça commence seulement un peu en France, ça a démarré un petit peu en Amérique bizarrement avant nous, c'est-à-dire à faire des écoles de critique gastronomique où on va vous apprendre à goûter, à rédiger en fait les critiques gastronomiques. Et il y a cette légitimité des inspecteurs du guide Michelin qui est soulevée. Et je pense aussi, tout particulièrement sur ce sujet-là, il y a le livre « L'inspecteur se met à table » de Pascal Rémy, donc, qui était un ancien inspecteur pendant plus d'une dizaine d'années du guide Michelin, et qui justement soulève en fait, tous les coulisses et les aspects positifs et négatifs du guide, et qui est assez intéressant et qui évoque aussi le cas de Bernard Loiseau, si je me souviens bien. Donc, si ce point-là vous intéresse, je vous invite fortement à lire ce livre qui est intéressant sur la question. D'autres questions ? Moi, j'en ai une toute petite, alors on va passer à la troisième intervention. Est-ce qu'il y a eu une spécificité du contentieux en matière de critique gastronomique ? Parce que tu me parlais de liberté de droit
mais qu'on pourrait retrouver dans le tourisme, qu'on pourrait retrouver dans l'édition ou autre. Donc est-ce qu'il y a une particularité dans le contentieux de la jurisprudence en matière gastronomique? Et est-ce qu'il y a une évolution justement vis-à-vis avec le développement des nouvelles technologies? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des blogueurs, on a des gens qui simplement vont au restaurant, laissent des commentaires ensuite, tu en as parlé, et donc qui viennent remettre en cause aussi un certain nombre de positions privilégiées, notamment chez les critiques gastronomiques. Donc est-ce qu'il y a aussi une évolution du contentieux? Est-ce qu'il y a un contentieux entre citoyens lambda qui va au restaurant et des grandes maisons de critiques gastronomiques, notamment on parle du guide Michelin? Donc voilà, est-ce que... Alors, litige spécifique, j'ai envie de dire que non. C'est-à-dire que les juges vont traiter, quand une affaire de diffamation arrive dans leur dossier, vont les traiter de la même façon qu'il s'agisse d'une critique gastronomique ou pas. Donc déjà, il n'y a pas de spécificité de ce point de vue-là. Surtout que les textes sur lesquels ils se basent sont des textes assez globaux. C'est la loi sur la liberté de l'expression et les articles du Code sur la diffamation et le dénigrement. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de spécificité. Ensuite, là où il y a une évolution, c'est dans les juges qui se retrouvent à justement devoir gérer tout l'aspect de nouvelles technologies que tu soulignes, où là, il faut s'adapter en fait sur ce que les juges demandent en fait, dans le sens où il faut que tel article soit supprimé. Est-ce qu'on fait supprimer tout l'article? Est-ce qu'on demande de gérer le référencement? Il y a Google qui vient dedans, alors que justement l'auteur de la diffamation ne peut pas gérer le référencement sur Google, etc. Donc c'est plus, je dirais, dans cet aspect-là où les juges doivent commencer en fait à s'adapter aux nouvelles technologies, mais pas sur leur façon de traiter la diffamation, parce que les principes sont là, les textes sont là, il faut s'adapter bien évidemment au cas par cas, mais qu'importe que ce soit un blogueur ou un grand critique gastronomique, ils vont appliquer la loi telle qu'elle est. Donc non, je dirais pas qu'il y a des litiges particuliers du fait que ce soit de la critique gastronomique. D'autres questions? Non. On passe à notre troisième intervention. Étienne, je te laisse la parole. Bonjour. Merci de l'invitation. Donc, je suis Étienne Faugier, je suis docteur en histoire. J'ai soutenu ma thèse en 2013 et elle portait sur les impacts, les mutations en fait, engendrées par les véhicules moteurs dans le département du Rhône et la région de Québec au XXe siècle. Donc, comment l'automobile a changé la vie des gens de manière très large. Et depuis septembre 2013, je suis chargé de recherche à l'université de Neuchâtel, où je travaille maintenant sur le tourisme automobile dans les Alpes, françaises et suisses notamment. Et donc, je vous en parlerai un tout petit peu durant mon intervention. L'idée étant que, d'une part, je suis membre d'une association qui s'appelle l'association Passé Présent Mobilité, qui s'intéresse au sujet des transports et de la mobilité dans une approche pluridisciplinaire. Et nous travaillons aussi en lien avec des sujets sur l'alimentation et le patrimoine alimentaire, où nous accueillons donc à Paris des chercheurs qui travaillent sur ces questions, notamment sur l'alimentation ferroviaire. Le dernier livre qu'on a produit, qui est un livre plutôt universitaire, qui s'appelle « Les transports et la démocratie », qui est disponible à la bibliothèque municipale, qui s'intéresse en fait, et on va en parler je vais en parler dans cette communication, sur la question entre les transports et la démocratisation des transports et la démocratisation de l'alimentation, qui sont deux liens très imbriqués les uns aux autres. Donc d'une part, évidemment, comme Timothée l'a rappelé avec l'aile ou la cuisse, la question du guide Michelin est évidemment fondamentale quand on pense à lier transport et alimentation. Donc c'est le cas du guide Michelin, donc l'entreprise Michelin qui est à la base une entreprise de pneumatiques, qui offre dès 1900 de manière gratuite aux chauffeurs automobiles le guide Michelin qui les informe des différentes infrastructures alimentaires, mais aussi on va dire d'accueil pour se reposer tout au long du tracé de la route française. Et évidemment, ce guide Michelin se poursuit jusque de nos jours et donc acquiert une importance internationale de nos jours.
L'autre élément, c'est la caricature que je vous ai mise, qui est une caricature avant-gardiste d'Albert Robida, qui est un caricaturiste français parisien, qui, avant le début du siècle, du XXe siècle, invente ces petits véhicules moteurs qui sont dédiés à l'alimentation, à l'épicerie, à la boulangerie, pour le camion du laitier, etc. Et donc, ces usages qui ne seront démocratisés qu'à partir du XXe siècle sont déjà pensés à la fin du XIXe siècle. Donc le film que j'ai utilisé, c'est Le Fils de l'épicier, qui est un film récent, qui date de 2006, qui présente en fait l'arrivée d'un jeune Parisien qui revient dans sa région natale du sud de la France pour aider son père qui est malade et qui, lui, tient un camion de l'épicier ambulant qui alimente les campagnes rurales. Et évidemment, cela pose certains problèmes puisque on est un peu dans le cliché du Parisien qui arrive et qui souhaite faire de ce commerce-là une véritable économie et non pas comme le faisait son père avec des pratiques de troc ou d'échange ou une certaine souplesse dans son commerce. Je fais échapper. Ouais. Tu l'as fait copier-coller. Tu l'as mis où ? Parfait. Bon, ça sera tout. Je suis toute seule. Non mais c'est pas possible. Moi je peux pas venir jusqu'ici pour 3 tomates quoi. Faut me prendre plus que ça, sinon c'est pas rentable, madame. Comprenez quand même. Vous passez bien par la chapelle du Bois d'Épès. Ouais. Vous pourriez me rendre un petit service. Quoi? Et faire une petite prière pour moi. Bien sûr. Je suis pas curé, madame. Je suis épicier, bon sang, c'est pas possible. Le curé, c'est un ivrogne. Ma prière, elle va arriver toute tordue. Une prière, c'est 5 €. Bah ouais, c'est comme ça. Et avec les tomates? Ah non, avec les tomates, c'est 5,50. Merci. Voilà pour le petit très démonstratif de cette idée. Merci. De cette idée que, du moins dans le monde rural, quand c'est pensé dans la fiction, mais c'est peut-être le cas dans la réalité, qu'il y a une certaine connivence et une certaine entraide entre les différentes populations qui n'apparaît pas dans ce film-là, du moins dans le début. Évidemment, on se doute bien qu'à la fin, les relations vont changer, mais on est dans un échange de sociabilité grâce à l'automobile, grâce à ce camion d'épicier qui alimente les campagnes en alimentation évidemment, mais aussi après il y a beaucoup donc les paquets de riz, les paquets de pâtes, les tomates, les fruits, les légumes, mais puis après c'est un peu tout ce qui est matériel, la bouteille de gaz, les rallonges, etc., etc. Donc qui permettent à ces campagnes et à ces petites municipalités isolées de pouvoir vivre et de pouvoir survivre dans ces régions où, du fait de l'impossibilité pour les populations de pouvoir se déplacer en automobile, du fait d'un manque de réseau, ce qu'a expliqué Alexine par la mort de Vatel, qui n'a finalement aucun impact sur son repas, c'est que bien par derrière, il y a un réseau, il y a une organisation qui est là et qui permet de stabiliser, de perpétuer le repas, malgré que le fait que le chef ne soit plus là. Donc dans ces régions, dans le film, et à la campagne encore actuellement, ce qui est important, c'est le réseau, le lien entre les différentes bourgades et le lien à la ville aussi. Donc
ce qu'a dit Marc Bloch, le célèbre historien Marc Bloch, qui en 1921, c'est « N'est-ce pas tout autant, et davantage peut-être, la modeste camionnette du fournisseur, boucher, boulanger, etc., ou du marchand de bestiaux qui est en train de bouleverser, lentement mais sûrement, la vie des campagnes ». Donc c'est vraiment par la démocratisation des véhicules moteurs que se fait l'essor du monde rural. Évidemment, je vous ai mis beaucoup d'images sur le camion du laitier qui va depuis les exploitations rurales à la ville. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas que le monde rural qui bénéficie des véhicules moteurs, mais le lait est transporté par camion. Auparavant, c'était par voie de chemin de fer ou bien en charrette à cheval. Et avec l'automobile, se fait un transport qui est plus rapide, plus sécuritaire. On laisse moins tomber le lait ne caille pas, par exemple, et se développe aussi donc toute une gamme de véhicules comme la camionnette de l'épicier, évidemment, la camionnette du boulanger qui apporte le pain dans les campagnes, et puis évidemment la boucherie-charcuterie qui vient se placer sur la place publique et qui amène un rassemblement d'individus qui se regroupent pour discuter, pour échanger et pour acheter des aliments qui se présentent et qui leur sont indispensables. Deuxième extrait que je voudrais vous présenter, c'est dans la suite du film, montrer un peu l'évolution du personnage et de ses rapports avec ses clients. Hop Oh, le gourmand. C'est quoi que t'as ouvert là? Un paquet de choco, 3 €. Je vais chercher les sous, je reviens. T'as donné les chocos? Regarde avec les yeux, le sourire. Il y en a au chocolat au lait aussi, tiens, regarde. Ah ouais, ceux-là, ils sont super bons. C'est les princesses. Regarde comme elle est belle, la princesse. Tiens, regarde. Là, tiens, là, il y a un dinosaure. Attention. Des cookies. C'est mes préférés, celui-là. Tu veux que il y en a. Regarde. Hop. Et ça? Hop. Prends pas un peu trop là? Il aurait voulu savoir. Non, mais s'il aurait raisonné, rien, hein. Il est têtu, hein. Merci. Tu venais d'arriver? Exactement, je m'installe avec ma femme. Elle est prof. Elle est en pleine dépression, alors la campagne, ça peut plus faire du bien. Ouais. Vous, on voit bien que vous êtes épanoui de vivre ici. Donc il y a cette question-là effectivement de l'attrait du monde rural qui est encore de plus en plus présent de nos jours, où l'on parle même d'un tourisme vert, d'un tourisme qui ressource et qui ne se fait évidemment qu'avec les transports possibles, qui rendent possible ce développement. Donc les autres éléments, pour élargir un peu plus à ce que j'appelle l'automobilisme, c'est-à-dire les usages des véhicules moteurs, ce que l'on peut voir, c'est la promotion de l'automobile par l'alimentation et la promotion de l'alimentation par l'automobile. Donc évidemment, vous avez la fameuse 2 chevaux qui, pensée durant les années 30 et réalisée à la fin des années 40 et qui est construite dans son projet pour qu'elle puisse contenir des boîtes d'œufs sans les casser, 2 sacs de pommes de terre et qu'elle soit conduite par des cultivateurs et des paysans en sabots. Donc il y a vraiment une question pour la 2 chevaux qu'elle soit construite pour le monde rural et pour le transport des cultivateurs et des agriculteurs. D'autre part, évidemment, la Renault 4, par sa publicité, elle super marche bien. On voit bien le lien entre le caddie et la grande surface qui va se développer en périphérie des villes et le fait de pouvoir aller à la grande surface, au supermarché, et de pouvoir ranger dans son coffre tous les aliments que l'on va ramener à la maison. L'autre élément, c'est évidemment la Nationale 7, qui est un cordon vivifiant pour l'alimentation, du fait des différents restaurateurs qui se positionnent sur cette Nationale 7, qui est la route des vacances, donc, et qui voit sa période de grande puissance durant les années 40, 50, 60 et 70, avec des grands restaurateurs qui viennent, comme la Mère Brasier, comme Pic à Valence, qui est vraiment sur la Nationale 7, et puis évidemment les Nougats de Montélimar, avec la fameuse borne
que vous connaissez tous. Je suis actuellement associé dans un projet de recherche sur la National 7 pour essayer de voir un peu quelle est sa réalité, son mythe, est-ce qu'il est toujours actif? On se connaît bien évidemment la chanson de Charles Trenet, mais ce que l'on s'aperçoit quand on prend une portion de la National 7, c'est que finalement elle est plus visible, elle est quasiment invisible, elle est détournée par des routes périphériques, elle n'est pas quasiment marquée par les bornes et par les panneaux, mais ce que l'on présente plutôt, c'est des routes des vins et un touriste qui est plutôt un tourisme lent, mais qui ne passe pas par la route National 7. Quand on est sorti avec un groupe sur la National 7, un peu plus au sud de Lyon, ce qu'on a pu voir, c'est finalement des gens qui rachètent ces restaurants, mais qui sont en fin de vie. C'est des gens qui sont en fin de vie et qui rachètent ces restaurants sur la National 7 pour leur donner une deuxième vie, mais qui ne proposent plus pas forcément une gastronomie typique de la National 7, mais par exemple des couscous, du taboulé, des cultures, un métissage des cultures qui se fait là par une reprise de la National 7 qui est appropriée par ces individus. Parce que quand on leur parle, qu'est-ce que pour vous ça symbolise la National 7, ils nous disent c'est la route des vacances, ils nous montrent les bandes dessinées du célèbre Thierry Dubois, qui est le spécialiste de la National 7 et qui fait des bandes dessinées sur cette National 7. Et donc, ils sont dans le mythe, mais pour autant, ils ne le perpétuent pas dans l'alimentation. Ils augmentent le mythe par autre chose que ce que l'on a pu voir sur la National 7, c'est-à-dire PIC, etc., etc. Et actuellement, on a 2 associations qui se sont créées en 2006 et 2008, notamment une par le maire de Tain-l'Hermitage dans la Drôme, qui vise à revivifier la National 7, notamment par la Cité du Chocolat à Valrhona, si vous connaissez. Et puis évidemment PIC qui s'est associé dans l'autre association qui veut aussi évidemment revivifier la National 7 par un tourisme plus lent pour éviter cette question des autoroutes que Timothée a abordée rapidement on opposait dans le film qui est de L'aile ou la cuisse, on opposait la gastronomie, le guide Michelin avec la question de la cuisine sur les autoroutes, l'alimentation sur les autoroutes qui est considérée comme plutôt mauvaise, plutôt de la malbouffe, etc., même si ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on voit par exemple dans le monde ferroviaire, c'est, je ne sais pas si vous avez pris récemment le TGV, ce qu'on entend, c'est que les plats qui nous sont fournis dans le TGV sont faits par des grands cuisiniers. Donc on essaye d'augmenter d'augmenter la gastronomie des transports, dans les transports, pour qu'elle soit une gastronomie d'excellence. Et ça apparaît aussi évidemment sur la National 7. Donc, le nouvel élément qui apparaît plutôt au XXIe siècle, même si c'est très présent aux États-Unis depuis la fin du XXe siècle, c'est la question des food trucks, c'est-à-dire ces camions que l'on voit sur des petits parkings, sur des places, et qui délivrent une alimentation de qualité ou non, tout dépend d'où on va, ou tout dépend de ses goûts, mais qui propose une autre diversité d'alimentation par sa mobilité. C'est-à-dire que cette fois-ci, on fait l'alimentation dans le moyen de transport. Et c'est très en vogue aux États-Unis, où l'on a vraiment de la haute gastronomie qui est faite là. C'est-à-dire que les grands chefs peuvent se faire connaître d'abord par une expérience de food truck, et après vont intervenir, vont s'installer par leur reconnaissance du fait des réseaux sociaux, par exemple, et acquérir une renommée un peu plus grande pour pouvoir acheter peut-être un établissement. Donc conduire et manger, évidemment, on peut penser à cette question des drive-in, évidemment, les McDonald's et autres qui permettent d'acheter depuis sa voiture l'alimentation, ce qu'on appelle le fast-food, évidemment. Donc aux États-Unis, le premier McDonald's apparaît sur la route 66, donc il y a bien un lien entre la mobilité et l'alimentation et le déplacement. Évidemment, c'est les pique-niques, mais ça apparaît déjà au début du siècle, même si on ne fait plus des pique-niques, on faisait des pique-niques à cheval, etc. On les fait maintenant en voiture. Et évidemment, c'est la question des relais routiers sur la National 7 et sur d'autres routes, évidemment. Il n'y a pas que la National 7, il y a la National 6,
Et il y a des routes européennes aussi qui sont mobilisées, où l'on voit des relais pour les camionneurs, par exemple. Le dernier élément, c'est la question qui va m'amener à l'avant-dernier sujet, c'est les drives, les Leclerc Drive, les Auchan Drive, qui sont mis en banlieue, en périphérie, et qui vous permettent d'aller chercher vos courses directement sans avoir à passer par les grandes surfaces, qui sont d'une aide importante pour diminuer pour leurs clients la distance, gagner du temps, et évidemment ne pas avoir à faire ses courses et ne pas sortir de sa voiture. On commande sur Internet, ça arrive, et on rentre chez soi parce que quelqu'un a mis toutes les courses dans le coffre. Donc c'est d'une efficacité et d'une rapidité sans égale, mais qui n'est pas sans poser quelques enjeux. Plusieurs enjeux, donc c'est la question de ce qu'on appelle le bilan carbone. C'est une notion qui a été créée par Jean-Marc Jancovici, qui est un économiste et un écologiste, et qui pose la question de savoir, dans la vie des gens, comment, à l'échelle individuelle, comment vous dépensez, comment vous consommez et comment vous polluez. C'est-à-dire, quand je fais un déplacement en voiture, combien de carbone je dépense. Et cette question-là, elle se pose directement quand vous allez à votre Leclerc Drive, plutôt que de se faire, par exemple, commander. Vous pouvez commander par Internet et on vous livre directement chez vous à votre porte, par un système de réseau. Là, tout ce qui compte, c'est le réseau. L'autre élément, c'est évidemment les agrocarburants. Là, on est à la jonction entre les deux thèmes sur les agrocarburants qui posent des problèmes du fait que l'on accorde des parcelles agricoles pour alimenter les voitures plutôt que éventuellement alimenter les populations. Il se pose la question de la fin du pétrole et d'essayer de trouver des solutions alternatives à l'essence et au gasoil. Donc on est vraiment sur des enjeux qui sont à venir et qui posent aussi des problèmes donc, économiques, mais ce qui est important de retenir, c'est quel usage nous faisons de nos déplacements pour l'alimentation, sachant que l'alimentation reste un des besoins essentiels de notre vie. Donc, pour finir, je vous laisse avec plusieurs films que j'ai pu trouver. Donc, ce que l'on a appelé les feel-good food movies, qui sont plutôt à droite. Ce sont le dernier Chef, qui est l'histoire d'un chef qui se voit déclassé par son patron et qui finalement achète un food truck et se balade aux États-Unis en faisant goûter son alimentation. De l'autre côté, on a les Feel Bad Good Movies qui sont vraiment sur la question du fast-food et les bienfaits, les méfaits du fast-food. Et je vous laisse aussi le dernier film que je n'ai pas pu rajouter récemment, c'est À bord du Darjeeling Limited, qui est le film de Wes Anderson, qui présente évidemment l'alimentation, une partie évidemment, ce n'est pas le lieu du film, mais une partie de l'alimentation dans le monde ferroviaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Étienne, et merci à tous les trois pour vos très intéressantes interventions. Est-ce qu'il y a maintenant des questions, soit pour notre dernière présentation, pour revenir sur les deux premières, ou même des remarques ou des commentaires et des impressions, voilà. Non, rien du tout. Tout était clair. Juste pour faire une remarque, on peut voir que c'était trois interventions assez différentes, où soit dans la première, je pense notamment à Alexine, l'alimentation est peut-être secondaire, c'est pas un enjeu en tant que tel, c'est plutôt la politique qui est l'enjeu, les relations politiques, les échanges politiques. Et puis on a vu un petit peu avec plutôt Timothée ensuite que l'alimentation est un enjeu en soi, mais qui n'a pas que des dimensions économiques, aussi des dimensions de réputation, des dimensions politiques, parce que forcément le monde de l'alimentation, de la gastronomie, est un monde
qui est en train de s'ouvrir avec les nouvelles technologies, mais qui est plus ou moins fermé. Il y a des enjeux de pouvoir. Moi, je fais de la science politique, c'est pour ça que je vous parle de ça. Des enjeux de pouvoir très forts. Hein. Il y a les critiques gastronomiques ont une position de pouvoir qui, au-delà de l'effet économique, est importante. Il y a des enjeux réputationnels ou autres. Donc, on a ce type d'enjeux. Et puis, on a vu avec Étienne à la fois alimentation, automobile, développement. Donc c'est un petit peu dans les deux sens. Est-ce que l'alimentation a permis le développement de l'automobile ou à l'inverse, est-ce que l'automobile a changé aussi nos pratiques alimentaires ou les questions, les enjeux qui sont liés à l'alimentation. Donc différentes manières d'aborder cette question de l'alimentation avec des films aussi qui sont très variés, justement. Oui. Oui, vous n'avez pas parlé des marchés. Et les marchés, c'est un espèce de village d'automobiles qui se construit à certains moments. Et dans mon service, on a des guides des marchés. Ce qui veut dire que le marché devient quasiment, comme on a des guides gastronomiques ou des guides de randonnée, on a des guides des marchés. Donc comment vous voyez évoluer à la fois ces guides et puis en même temps, qu'est-ce que vous pensez de ces phénomènes de marché? Est-ce qu'on travaille là-dessus particulièrement? Oui, merci pour cette question. Effectivement, j'en ai pas parlé, et je m'en excuse. Je n'ai pas pensé. La question des marchés est très intéressante parce qu'elle pose la question de l'accessibilité aux biens et notamment à l'alimentation. Parce que, évidemment, quand on habite au centre de Lyon, et c'est une chose qui n'est pas prise en compte en fait, par les chercheurs, la question du lien entre le monde rural et la ville, comment est alimentée la ville, justement, c'est par toutes ces camionnettes qui vous bouchent la circulation le matin à 5h, à 6h, à 7h, qui vont alimenter les boucheries et évidemment les boulangers, etc., les fleuristes. Et les marchés, c'est la même chose. C'est un rassemblement de gens qui sont mobiles et qui viennent faire du commerce sur une place et qui ont un réseau, en fait. Ils se déplacent dans différentes temporalités, à différentes heures, sur différentes places, pour permettre de pouvoir capitaliser leurs déplacements et leurs investissements dans une nourriture fraîche et disponible. Mais effectivement, il n'y a pas de recherches actuellement qui sont menées là-dessus, parce que la plupart des recherches se concentrent sur le monde urbain, ont tendance à négliger ces liens entre monde rural et monde urbain. On pense le monde urbain comme un bocal. Soit on étudie le monde rural pour ce qu'il est sans tenir compte du monde urbain ou presque, soit on étudie le monde urbain sans penser au monde rural. C'est un des points aveugles de la recherche actuellement, pas à l'échelle française mais aussi à l'échelle internationale. Il faut penser aussi que le marché, c'est un vivier aussi pour tout ce qui est produit au sein du patrimoine alimentaire. Dans ma recherche, en l'occurrence sur la thèse que j'ai rédigée, le marché est vraiment un réel vivier pour justement conserver ses productions. Le fameux bleu de Solèze, ce petit poireau que l'on trouve uniquement à Solèze, qui est bien connu des amateurs qui font leur potager avec ces semences de Solèze, permettent et continuent d'exister grâce à ces marchés. Le marché de la Croix-Rousse est vraiment un vivier, une espèce de, à mon avis, un conservatoire botanique pour justement poursuivre et faire connaître, transmettre ces différentes productions. C'est sûr que le marché a une implication réelle dans notre vie actuelle et à mon avis, c'est pas près de s'arrêter. Et ce phénomène, je pense, va aller en s'accentuant. Le phénomène du marché, bien que l'histoire du bilan carbone peut, par exemple, leur porter quelques préjudices, mais je pense que le marché a encore de belles années devant lui, c'est sûr. Oui, le bilan carbone, c'est très peu développé encore actuellement. On le voit, vous pouvez le voir quand vous prenez votre avion, vous avez des fois marqué, si vous voulez cocher pour aider contre le développement des gaz à effet de serre, du fait que vous prenez l'avion. Donc vous payez une petite somme en plus pour diminuer cette question de la pollution quand vous vous déplacez. Mais le bilan carbone, c'est une notion très individualiste, c'est-à-dire penser à l'échelle de l'individu. Qu'est-ce que vous consommez comme essence? Qu'est-ce que vous dépensez? Est-ce que vous contribuez à vos déplacements? Il y a beaucoup d'applications sur les smartphones actuellement qui sont en train de calculer, par exemple, si vous dépensez si vous utilisez plutôt le train que la voiture, plutôt que le vélo que les transports en commun, etc., etc. Donc, mais c'est des notions très peu connues par le grand public encore et qui n'ont pas encore beaucoup
d'influence sur les mentalités. Parce que c'est justement penser à l'individu. Je pense qu'il faut plutôt penser en termes de collectif plutôt qu'en termes d'individu. D'autres questions? On a évoqué beaucoup la politique et les repas, mais il y a énormément d'affaires qui se traitent autour des repas d'affaires, par définition. Ça a toujours été, enfin depuis longtemps, et ça se perpétue. Il y a énormément de choses qui se traitent autour d'un repas. Et bon, c'est très important, notamment ce sont souvent des clients de restaurants un peu plus huppés que le commun des mortels utilisent, quoi. Oui, alors ça a fait l'objet aussi d'études poussées sur l'apparition des restaurants et comment est-ce que le restaurant va devenir une sorte justement de l'annexe du centre d'affaires et comment est-ce qu'on va avoir un certain nombre d'entreprises, de PDG, etc., qui vont eux aussi utiliser le déjeuner, le dîner comme un moyen justement pour échanger et faire valoir leurs idées complètement. Traiter les affaires. Ah oui, traiter les affaires en tant que tel. D'autres remarques, questions, interrogations? Si je peux me permettre, moi j'ai plein de questions à vous poser tout le temps. On a vu qu'il y a une multiplicité d'enjeux et intéressant à la fin, Étienne, tu as fait référence notamment aux questions un peu écologiques. Tu t'intéresses aux questions de transport, aux questions de réseau. Et il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est celle aujourd'hui de l'alimentation mondiale. Les questions d'alimentation qui ont été traitées dans différents films, je pense à We Feed the World, je crois, où on explique qu'aujourd'hui, effectivement, on peut produire pour, je crois, 12 milliards de personnes, mais qu'il y a encore des milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim, et qu'aujourd'hui, vous allez à votre supermarché, vous pouvez avoir des tomates en cette saison qui viennent du Maroc ou autre. Donc on a des enjeux de développement des réseaux, notamment des réseaux de distribution, qui nous permettent de développer la richesse de notre alimentation. En même temps, on a aussi, on en a parlé avec les marchés, un retour parfois à une production locale, à une distribution locale qui est valorisée pour un certain nombre de raisons aussi, pour des raisons plus sociales ou aussi pour encourager les producteurs locaux, revenir à une échelle de vie qui est plus proche de nous. Donc voilà, et je pense notamment aux différences d'échelle, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des différences d'échelle, avec une capacité technique à développer les échelles, et notamment en ce qui concerne l'alimentation, et en même temps, parfois, une volonté de revenir relocaliser, et qui pose des enjeux politiques, sociaux, économiques vastes. Donc, voilà, et je m'adresse à la salle aussi, si vous avez D'abord, je vous invite, avec le collectif Confluence, on travaille avec la région Rhône-Alpes pour la préparation de l'exposition universelle, Milan 2015, et on organise avec la région Rhône-Alpes différentes rencontres sur ces thématiques et les enjeux alimentaires, comment nourrir aux horizons 2050 9 milliards d'êtres humains, et puis dépasser ces histoires d'inégalité, avec un sud pauvre, un nord riche, une capacité de produire qui n'est pas égale, et avec comment est-ce qu'on pourrait distribuer, changer notre façon de manger. Donc on a déjà organisé 3 rencontres, il en reste 2. La prochaine est à la Cité du Design le 20 mars et s'intitule « Quelles influences culturelles et socio-économiques pour nourrir la planète ?» Et la dernière se tiendra à l'Hôtel de Région le 24 avril. Et l'idée, ce sera la question de la proximité est-elle vecteur de solidarité ? Donc du coup, si ça vous intéresse, ces questions alimentaires, c'est aussi des choses qu'on traite de façon différente avec des professionnels, des acteurs du tourisme. Voilà, vous êtes les bienvenus, c'est en accès libre. Il y a juste à s'inscrire sur le site de la région Rhône-Alpes. Pour ensuite faire le lien avec ce que tu nous dis, c'est vrai que quand on parle d'alimentation, il y a cette notion d'échelle qu'on a peu évoquée, parce que voilà, il y a un moment, il faut choisir aussi un angle d'attaque et qu'on ne peut pas tout traiter en 1 heure. Donc c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes et qui méritent d'être posées. On ne va pas tout refaire aujourd'hui, mais la façon dont on mange est importante. Bria Savarin a notamment dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Et ça dit beaucoup de choses sur ce phénomène d'échelle. On pourrait rajouter « Dis-moi comment tu produis et je te dirai ce que tu es ». Aussi, on peut aussi, ça peut jouer aussi. Oui, je rajouterais aussi sur la question des échelles que tu soulignes. Comme j'ai fait une partie de mes études au Québec, il existe au Québec un label qui promeut les producteurs locaux. C'est-à-dire que si on achète des produits dans un rayon de moins
de 100 ou 150 km donc des produits du marché, il y a un label qui permet justement de développer les produits locaux et qui est très pris au sérieux par les populations québécoises parce qu'elles ont effectivement une puissance agricole qui existe et qui est contestée évidemment du fait des possibilités des transports par les produits agricoles américains, mais aussi mexicains, etc. Il n'est pas rare de trouver des bananes issues de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale à des prix défiant toute concurrence sur le marché québécois. Et les Québécois sont assez sensibles à cette question d'acheter local. Et l'autre élément, c'est Jean-Marc Jancovici qui, lui, évoque ces questions d'échelle en faisant une prédiction et qui dit nous irons de moins vite, moins loin, moins souvent et pour plus cher. Et ça, c'est également le cas pour l'alimentation. C'est-à-dire que si on va moins vite, moins loin, moins souvent et plus cher, ça aura un impact sur ce qu'on va manger et sur la part de notre portefeuille dédié à l'alimentation. D'autres remarques, questions? Je vais en reposer une alors, excusez-moi. C'est une question plus pour Timothée, un peu plus juridique. Il y a quelque chose, alors peut-être que j'ai pas tout à fait compris, mais c'est marrant parce que tu nous disais qu'en matière gastronomique, c'était plutôt non pas la question de la diffamation, mais du dénigrement, parce que ça concernait le plat, c'est pas une personne physique ou morale. Et en même temps, quand tu nous as parlé ensuite de l'image, de la photo, on revenait plutôt sur la question de la diffamation et le fait de considérer ou pas si le cuisinier, donc la personne, a des droits sur son assiette, sur ce qu'elle a produit. Et donc c'est intéressant, on fait la distinction et en même temps on revient sur quel rapport entre le cuisinier et sa nourriture dans un restaurant et comment le droit aborde cette question, puisque ça me semblait un peu à la fois les deux aspects. À la fois on distingue la nourriture de son créateur et en même temps parfois on y revient, ou alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais... Non, en fait, effectivement, pour la diffamation, on s'attache vraiment à la personne en tant que personne, indépendamment en fait des objets qu'elle produit. Alors que lorsqu'on est sur le terrain des droits d'auteur, on s'intéresse à l'œuvre de l'esprit, donc l'objet qui devient ou pas œuvre de l'esprit. Et pour savoir en fait si cet objet a cette qualité-là, on est obligé en fait de s'intéresser à la personne, mais non pas en tant que personne inhérente de sa vie privée, etc., mais uniquement une personne en tant que créateur. Donc on s'intéresse uniquement à son aspect créatif. Et donc on est sur des droits complètement différents. On n'est pas sur le droit de la personne avec la vie privée, le droit à l'image. On est vraiment sur le droit de la propriété intellectuelle avec la question de droit d'auteur. Et comme on parle d'auteur, on s'intéresse à la personne en tant qu'auteur, mais pas en tant que personne en fait. Merci, c'est plus clair. D'autres remarques où on va terminer ici? Non, on va alors conclure ce café sur les enjeux de l'alimentation à travers le cinéma, en vous remerciant énormément tous les trois pour vos... Merci à vous. On peut les applaudir pour leurs très bonnes interventions. Un tout petit mot pour vous dire que les cafés jeunes chercheurs continuent. J'ai un doute sur le prochain. Donc si vous... Je vous laisse. Le prochain, c'est le 31 janvier. Alors, c'est aussi un samedi et c'est au 4e étage. Bon, on verra si après on descend ou pas, en fonction des disponibilités de salles. Et la thématique, c'est femmes et conflits. C'est-à-dire comment, dans la guerre, les femmes sont instrumentalisées dans la guerre. Voilà. Donc c'est plus sérieux. Voilà, d'actualité. Ça doit être 15h, je pense. Mais bon, vous trouverez les informations. Oui. Voilà, merci. Merci à vous. Merci.